Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. FM Liberté à Chicago, la radio de la diaspora africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Merci de votre fidélité sur le 3xWcanalK.ch, radio partenaire. Avant de prendre nos invités de la diaspora pour débattre du thème sur le règne des 50 années de Gnassingbé à la tête du pays, accueillons d'abord en ligne depuis Lomé Ildefonse Akpaki, directeur du journal et vidéo en ligne, la Gazette du Golfe, qui va commenter et analyser non seulement les 50 ans de règne de Gnassingbé, mais aussi l'actualité sociopolitique au Togo. Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices, bonsoir à toute l'équipe de la radio Canal K, bonsoir à toute la diaspora togolaise qui nous suit en ce moment. Merci Amos pour l'occasion que vous m'offrez encore aujourd'hui d'apporter ma modeste contribution à la lutte du peuple togolais pour la reconquête de sa liberté confisquée. Amos, puisque nous sommes en période de Pâques, permettez-moi de souhaiter une joyeuse Pâques à toute la diaspora togolaise. Joyeuse Pâques aussi à vous, Ildefonse Akpaki, depuis Lomé au Togo. Et l'émission de ce samedi se focalise sur les 50 ans de règne de Gnassingbé à la tête du Togo. Hier, 14 avril 2017, cela faisait 50 ans, jour pour jour, que le peuple togolais vit une injustice sociale et politique. Alors, selon des observateurs, le Togo vient d'être classé 2e pays au monde où sévit une dictature implacable. Alors, Ildefonse Akpaki, le sujet est assez vaste, mais pour le citoyen que vous êtes et l'homme de médias qui vous caractérise, quel regard portez-vous sur la gestion et de la destinée du pays pendant ces 5 décennies par une seule même famille Gnassingbé? Ildefonse Akpaki. Bien, merci Amos. Il faut faire une précision avant d'amorcer le sujet sur les 50 ans de Gnassingbé à la tête de l'État togolais. Il faut préciser que c'est une continuité. C'est une continuité, c'est le même régime, c'est le même système, les mêmes méthodes incarnées par les mêmes personnes. Alors, ça, la précision vaut de taille. Et il faut aussi préciser ensuite que Gnassingbé père a régenté le Togo d'une main de fer et sans partage du pouvoir pendant 38 ans. D'accord. Et un 5 février 2005, son fils l'a remplacé à la tête de l'État, faisant un bain de sang. C'est-à-dire que si vous avez une idée de ce qui s'est passé le 26 avril 2005, vous devez vous rendre compte que la prise du pouvoir par M. Faure Gnassingbé n'a pas respecté l'ordre constitutionnel. Il a fait un coup d'État constitutionnel et imposé au peuple par l'armée. En tout cas, l'ONU avait dénombré près de 500 000 morts au Togo, à l'époque. Oui, on a dénombré plus de 1000 morts. La LTDH a dénombré plus de 1000 mords. La commission de l'ONU a dénombré plus de 500 morts. Et puis, la commission nationale, installée à l'époque et dirigée par l'ancien Premier ministre Joseph Kokou Kofigo, a dénombré une centaine de morts. Et donc, voilà pourquoi nous avons dit que l'arrivée au pouvoir de M. Faure Gnassingbé, c'est une arrivée dans le sang. Maintenant, par rapport à ces 50 ans de règne de la seule et unique famille Gnassingbé, que doit-on retenir? D'abord, il faut se poser la question de savoir si pendant 50 ans ou après 50 ans d'indépendance, ceux qui ont incarné les rênes de l'État togolais ont pu bâtir un État-nation, c'est-à-dire un véritable creuset de toutes les populations, où les uns et les autres ont des chances égales, sont égaux devant la loi, ont un accès équitable aux ressources que regorge l'État togolais. Non. Il faut dire non. En lieu et place d'un État-nation, il faut faire la remarque suivante. 50 ans de règne de la famille Gnassingbé, c'est la désolation totale. Le pays est plus que divisé, l'image du pays est abîmée, dégradée aux mains d'une seule famille depuis plus de 50 ans. Vous savez, l'État qui doit régenter normalement et suivant les normes, les lois qui régissent l'État, n'est plus ou n'a jamais été le cas
on a remarqué que l'État est devenu un lieu privilégié d'accaparement patrimoine où s'accroissent les inégalités sociales, les conflits fonciers, la misère, la pauvreté, la corruption, la gabegie, le clientélisme. Ce clientélisme s'est introduit dans le système de gouvernance depuis le 5 février 2005 jusqu'alors. Et il faut aussi remarquer le pillage systématique des ressources et l'enrichissement d'une minorité que moi j'ai l'habitude de qualifier d'une minorité insolente. Et ça, c'est le chef de l'État actuel, M. Faure Gnassingbé, qui l'a dit, que au lieu que les richesses de l'État du pays profitent à tous les citoyens, c'est juste une minorité qui s'en est accaparée. À cela, il faut mentionner la dégradation ou l'absence des services publics dans certains quartiers de Lomé, qui s'avère être la capitale. Vous devez remarquer le manque d'eau. Je ne parle pas d'eau potable, le manque d'eau, le manque d'électricité. N'en parlons pas avec la télécommunication. Vous savez, nous sommes à une période de la révolution dans la télécommunication, mais au Togo, c'est une bordel. C'est du bordel, c'est du bordel. Le ministre en charge de ce département, depuis 2 ans, a été interpellé par l'Assemblée nationale conformément à l'article 81 de la Constitution togolaise pour répondre, mais elle a toujours refusé. Et quand nous faisons la part des choses pour ce qui concerne l'accès aux services de santé, et là, c'est le scandale. D'accord. Tous les centres de santé au Togo sont en agonie. D'accord. Idéalphonse, on peut vous comprendre. Là, vous êtes en train de dessiner un schéma sombre sur les 50 ans du règne de Gnassingbé. Alors, Faure fait actuellement 13 ans presque, si j'ai bien fait les comptes. Alors, que de bilan négatif pendant 50 ans de règne de Gnassingbé, selon vous, mais il faut quand même relever qu'à l'arrivée de Faure Gnassingbé en 2005, il y a eu quelques avancées, notamment dans le domaine de liberté d'expression, même si beaucoup d'efforts restent encore à faire dans ce domaine-là. Et il y a aussi des efforts qui sont faits dans le domaine des droits de l'homme. Là aussi, certains observateurs estiment qu'il y a certaines avancées. L'Union européenne a aidé la justice à se doter de matériel adéquat pour rendre la justice plus adéquate. Et des institutions de l'État sont renforcées et nous rapporte un proche du parti UNIR de Faure Gnassingbé. L'aéroport est rénové ainsi que le port autonome de Lomé. Alors bref, IDS-FOND Akpaki, le Togo est en chantier et avec les projets des infrastructures, notamment les routes IDS-FOND Akpaki. Alors, vous voyez ce manque de moyens, ce manque d'infrastructures que nous remarquons, qui pendant 50 ans n'a pas été le cas. À cela, il faut mentionner l'éducation. Qu'est-ce qui est devenu l'éducation au Togo? L'éducation est sacrifiée. La jeunesse qui est l'épine dorsale d'un État, qui est l'épine dorsale du développement, cette jeunesse est sacrifiée. Vous savez, à l'époque de Feu le général Eyadema, au lieu d'une éducation de la masse et de la jeunesse comme cela se devait, la jeunesse a été réduite. Vous savez, cette fameuse histoire d'animation politique où les jeunes filles se sont servies comme filles de joie aux autorités lors de ces manifestations que nous avons connues par le passé. Et puis, filles de joie pour les autres de marque, eux-mêmes ils l'appellent ainsi. À cela, il faut mentionner le problème crucial de l'impunité. L'impunité qui gangrène depuis la nuit des temps le Togo. Sous le régime Eyadema, vous avez vu que juste après l'assassinat de Feu Sylvanus Salim Pio, tous les assassinats qui ont caractérisé son système pendant 38 ans sont restés impunis. Le fils a pris la relève. Et sous le fils, remarquez que depuis le 26 avril 2005, où il y a eu la proclamation cette proclamation frauduleuse de son élection,
Vous avez vu ce qui s'est passé. Ben, vous avez vu le Idelphonse Akpaki, je vous relancer tantôt sur quelques réalisations de Faure Gnassingbé. Par exemple, l'aéroport, le port autonome de Lomé, le Togo qui est en chantier sur beaucoup de projets d'infrastructure, notamment les routes. Idelphonse Akpaki. Vous savez qu'on a toujours miroité tout cela. Vous avez parlé aujourd'hui de l'aéroport et vous avez fait un tour à l'aéroport pour voir si les travaux qui ont été faits ont été bien faits. Il a suffi juste après les travaux qu'il y ait eu une pluie diluvienne et que l'aéroport soit inondé. D'accord. Je crois que le confrère L'Alternative en a fait cas dans l'une de ses parutions et ça lui a valu ce que ça peut valoir. D'accord. Est-ce que les routes, les infrastructures routières qui ont été amorcées, je prends la route de Défalé et la route du contournement, vous savez que tout cela est voué. C'est un travail de Sisyphe, comme le philosophe l'a dit, parce que ce tronçon n'a pas encore fait 1 an et cela a été barré. D'accord. Vous prenez la route en foin et autres qui sont en chantier depuis des mois. Vous parlez de quelle infrastructure routière? Mais dites-moi. L'aérogare du Nord qui ne sert qu'à en tout cas, Idelphonse, ce n'est pas moi, qui le dit. Ce sont des Togolais, surtout nos compatriotes de la diaspora qui rentrent au pays souvent le disent. Oui, le Togo est un chantier fort, construit des routes, l'aéroport est rénové, le port autonome, et que, en gros, que le Togo est un chantier. C'est ça qu'on nous rapporte, Idelphonse. Je réponds, Sylvain, je réponds que peut-être que eux et moi qui vis au Togo depuis des années, et nous ne sommes pas sur la même planète. Peut-être qu'ils sont sur Jupiter, moi je suis sur la planète Terre, parce que ce qui se passe au Togo, ce que moi je vis, moi je traverse le Togo du sud au nord chaque fois. D'accord. Et je dis, j'ai juste donné quelques exemples. Allez, ils n'ont qu'à revenir pour faire un tour à Lomé, où les chantiers sont ouverts, où on laisse les populations dans l'abandon, les routes qui sont barrées, les gens qui ont des difficultés d'avoir accès à leur maison, qui sont obligés d'aller garer leurs engins à 2 km, à 2 km. Mais écoutez, soyons sérieux. D'accord. Alors, à l'impunité là, qui engendre les assassinats, il faut ajouter l'impunité économique. Vous savez que, au moins au temps du feu, le général Eyadema, il faisait peur et les détournements étaient punis. Mais sous le régime de M. Faure Gnassingbé, je suis heureux que c'est lui-même qui l'a déclaré une fois dans l'une de ses adresses à la nation togolaise que c'est une minorité qui s'est accaparée des richesses du pays et qui se la saoule tout doux. Et il dit que les surfacturations sont faites dans l'administration que lui-même il est censé diriger puisqu'il est le premier responsable de l'administration togolaise. Alors, à tout cela, il faut relever que tout ce qui se met en place ne répond pas. Moi, j'avais critiqué, je continue toujours par critiquer la commission que le chef de l'État a mise sur pied pour gérer ce problème de corruption. Je voudrais bien que tous ceux qui constituent ou qui sont membres de cette commission déclarent leurs biens comme l'article 145 de la loi fondamentale, qui est une disposition spéciale, leur donne. À partir du moment où on reconnaîtra qu'ils sont blancs comme neige, ils peuvent faire le travail. Justement. Mais tel n'est pas le cas. Comment voulez-vous lutter contre la corruption si vous-même, vous ne respectez pas la loi? La loi, l'article 145 fait obligation au chef de l'État qui veut lutter contre la corruption de déclarer ses avoirs et biens. Il ne l'a jamais fait il y a 12 ans. D'accord. Vous voyez que ça pose problème. Ça pose problème. Idelphonse, on va continuer et cette émission, c'est spécial. 50 ans de règne de Gnassingbé à la tête du Togo sous une dictature implacable. Le fils succéda au père en 2005 dans un bain de sang entraînant plus de 500 000 morts. Et cela fait également 50 ans que les Togolais s'indignent plus qu'ils ne s'organisent pour avoir une alternance dans ce pays-là. Idelphonse, quelle est votre opinion là-dessus? Pourquoi pendant 50 ans, les Togolais n'arrivent pas à s'organiser pour avoir une alternance au Togo? Vous
savez, c'est que le Togo ou les Togolais n'arrivent pas à s'organiser. Quand vous faites la lecture de tout ce qui se passe depuis 1963, où il y a eu l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Feu Sylvanus Olympio, remarquez un fait très important qui a toujours marqué l'histoire togolaise et qui continue toujours par la marquer et qui fait que l'alternance devient, entre guillemets, impossible. Le rôle de l'armée. Moi, j'ai toujours remarqué quand je fais l'analyse des choses que la mission régalienne confiée à l'armée togolaise n'est pas celle qu'elle est en train de déployer. La mission principale qui est la protection de l'intégrité territoriale n'est pas ce que nous remarquons au niveau de l'armée togolaise. On a comme l'impression que l'armée togolaise protège le pouvoir établi par la force. Et quand vous parlez de l'alternance, je vais vous rappeler quelques faits. Vous avez encore à la mémoire la mobilisation du peuple togolais contre la tyrannie ou la dictature de feu le général Eyadema. Et sous lui, rappelez-vous ces moments-là du peuple togolais qui se battait pour arracher sa liberté. Il y a eu des morts à Betobamé, à Fréau-Jardin. Il y a eu l'assassinat de Feu Taviu Amourin. Il y a eu l'attaque de la primature. Il y a eu la prise en otage des hauts conseils de la République. Il y a eu la tentative d'assassinat de Joseph Kokou Figo à l'hôtel du 2 février. Et à l'époque, Feu le général Eyadema a parlé d'éléments incontrôlés de l'armée. Il y a eu le vol même des urnes durant l'élection de 2005. Il y a eu des violences. Le 26 avril 2005, vous avez vu la réaction de l'armée togolaise. Vous avez vu la réaction de certains officiers de l'armée togolaise aux audiences de la CVJR, surtout à l'époque où l'ancien Premier ministre Joseph Korigo a fait une déclaration impliquant l'armée dans le jeu politique. Tous ces faits, quand vous les réunissez sous le régime Eyadema, et que vous mettez depuis le 5 février jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il y a eu au niveau du FIS, vous avez vu comment les forces de sécurité et d'ordre réagissent quand le peuple se lève pour réclamer son droit. Donc, je crois que c'est surtout le rôle de l'armée qui a fait que tout ce que est l'opposition et toutes ces personnes qui sont éprises de paix, de justice, d'alternance initient, n'aboutit pas. D'accord. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois avec les conducteurs de taxi-moto. Il a suffi juste que ces derniers disent « Nous voulons que vous respectiez votre parole. » D'accord. En tout cas, il défonce ça, vous l'avez bien dit, hein, et beaucoup d'observateurs l'ont dit, et même sur le plan international, on connaît le Togo que l'armée a pris tôt de poids dans la gestion du pouvoir. Alors, Ildefonse, parlons d'un sujet qui ne cesse d'alimenter les débats ces derniers mois. C'est justement la question relative aux réformes politiques, où finalement le processus est bloqué à l'Assemblée nationale, et vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs interrogations se posent finalement, et à qui revient au juste la paternité de la mise en œuvre des réformes, et quand entre-temps le chef de l'État Faure Gnassingbé avait pointé du doigt l'Assemblée nationale, puis le groupe d'intellectuels et enfin le H-Kroon et Ildefonse Akpaki. Vous savez que quand vous me posez cette question-là, ça me fait un tout petit peu rigoler. Pourquoi? Parce que j'ai pu connaître le chef de l'État comme quelqu'un qui ne respecte pas sa parole donnée. Vous savez que j'ai encore à la mémoire sa déclaration sur la radio de la diaspora, FM Liberté, où il disait, oui, FM Liberté, où il disait entre-temps que, je vais le citer très rapidement, je le cite, « J'ai pris un engagement que je compte respecter, c'est de mettre en œuvre totalement et entièrement et de façon exhaustive l'APG que nous avons signé. J'en suis le garant et toutes les mesures qui ont été décidées seront mises en œuvre. Je ferai les réformes avant la présidentielle de 2010. » Fin de citation. Alors, de 2009, février 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que
l'actuel chef d'État a dit. Alors, les Français disent qu'un homme ne vaut que par sa parole. Alors, si on n'est pas arrivé à avoir les réformes, et qu'après cette déclaration-là, où le chef de l'État dit qu'il est le garant et qu'il fera ces réformes avant 2000, la présidentielle 2010, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui a pu empêcher la mise en œuvre de ces réformes. C'est lui-même qui est revenu à la charge en envoyant une lettre au chef de file de l'opposition lui disant que les réformes se feront à l'Assemblée nationale. Quelques mois après, on entend le chef de l'État, pas au Togo mais à l'étranger, qui indexe une commission de réflexion composant les intellectuels. Et par enchantement, la dernière fois, on renvoie la mise en œuvre des réformes au Ashkroun. Le Ashkroun qui n'a même pas un fondement constitutionnel. Mais alors, à qui profite le crime, sinon au chef de l'État qui dit, depuis 2009, je le ferai, qui annonce un tel organe, après un tel autre, et puis, il ne faut pas oublier l'acte posé par les députés de UNIR le 30 juin 2013, où le Premier ministre, dans sa politique générale, qui disait qu'il fera les réformes, et il a eu l'assentiment même de ces mêmes députés de UNIR à envoyer un projet de loi constitutionnelle à l'Assemblée nationale qui a été rejeté. Malheureusement. Ildefonse, parlant justement de ces réformes, selon des indiscrétions, Faure Gnassingbé veut s'offrir des réformes à sur-mesure et alors mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois à partir de 2020, compteur reste à 0. Donc, alors le pouvoir a été en train d'endormir l'opposition pour réaliser tranquillement ces forfaits-là. Et ce sont que des indiscrétions. Les informations ne sont pas quand même confirmées, Ildefonse Akpaki. Non, ça peut être juste ce que vous dites, parce que quand vous voyez l'allure que prennent les choses, quand vous voyez l'attitude même de ceux qui régentent l'État togolais, on a envie de dire que c'est le plan qui est en train d'être finolé et et ce plan qui veut être mis en exécution. Rappelez-vous, le 25 février 2005, au Palais des Congrès de Lomé, où l'actuel chef de l'État disait, quand il avait pris le pouvoir, que son père lui a dit de ne jamais laisser le pouvoir l'échapper. Donc, tout est mis en œuvre pour faire pérenniser le pouvoir de Gnassingbé. Vous avez fait allusion tout à l'heure à l'opposition togolaise. Il me plaît aujourd'hui de rappeler une chose. Est-ce que l'opposition togolaise a les mêmes armes de lutte comme ceux qui dirigent le pouvoir togolais? Moi, je vous dis, avec une main sur la conscience, non. Vous voyez comment l'opposition togolaise est malmenée, surtout lorsque des manifestations sont organisées et que les forces de sécurité et d'ordre doivent réagir. Vous voyez comment la réaction est musclée. Je ne sais pas ce que cette opposition-là fera encore, puisque ce que je peux retenir de la lutte de l'opposition togolaise, ce sont les marches, ce sont les meetings. Puisque cette opposition même est réduite et tout mouvement qui a trait à l'avancement, lorsque l'opposition l'avance, soit on l'étouffe dans l'œuf, soit lorsque la manifestation ou la réaction est menée, on fait tout pour faire échec. Rappelez-vous de ces dialogues qui ont eu lieu. Le dernier en date, qu'est-ce que les membres de la délégation qui représente le pouvoir ont dit? Nous sommes des sourds-muets, ils n'ont pas parlé. D'accord. Mais rappelez-vous tous ces faits. C'est dommage. C'est dommage. Oui, Ildefonse Akpaki, rapidement, une dernière question pour vous libérer en ligne depuis Lomé. Et là, la semaine dernière, l'Église catholique a accepté de soutenir le processus de dédommagement des victimes des violences politiques de 1958 à 2005, répondant favorablement à l'invitation du Ashkroun. Alors, d'aucuns parlent de bêtises de l'Église catholique, d'aucuns encore estiment que l'Église catholique trahit le peuple et surtout les victimes, et enfin, d'aucuns affirment que c'est la démonstration de la collusion ayant toujours existé entre le régime et l'Église catholique. Alors, Ildefonse Akpaki, vous avez également écrit un article pour dénoncer ce
communiqué ou bien cette attitude de l'Église catholique. Quelle est votre analyse sur le sujet, Ildefonse Akpaki? S'il y a un mot qui peut remplacer la bêtise, je voudrais bien que vous l'utilisez. Parce que je me rends compte que dans un État, lorsqu'un citoyen a des problèmes, il peut avoir la sécurité soit auprès de la justice, soit auprès de l'Église. D'accord. Je suis très malheureux quand je fais lecture de la Sainte Écriture que dans le temps, les prophètes ont eu le courage de dénoncer un certain nombre de potentats, de tyrans et rois lorsque ces derniers agissent mal. J'en ai encore à la mémoire la réaction du prophète Nathan, de Jean-Baptiste. Mais je ne comprends pas les évêques togolais. Je fais juste une petite remarque. Si la présidente du Ashkroun, qui s'avère être un juge, dit aujourd'hui que l'institution qu'elle dirige a reçu pour mission de faire réparation, mais tout le monde sait qu'un magistrat, lorsqu'il est en face d'une victime, doit se dire nécessairement qu'il doit avoir un bourreau. Quelqu'un qui a produit un acte qui viole la loi. Mais si le juge ou la juge à Wanana Daboya n'est pas arrivé à comprendre cela et à dire à ses mandants que oui, je voudrais bien faire la réparation, mais encore que si nous voulons que cela ne se répète pas les mêmes actes, les mêmes forfaits, les mêmes crimes, je voudrais que ceux qui ont été auteurs de ces crimes-là soient retrouvés. Mais si elle ne l'a pas fait, l'Église qui dit qu'elle est au service de la justice et de la vérité. Et d'ailleurs, la commission qui a engendré le Ashkroun, c'est une commission qu'on a qualifiée de vérité. Mais est-ce qu'il y a eu vérité? Pas du tout. Il y a eu vérité au même moment où on a connu les victimes, on connaîtra les bourreaux et leurs mandants, leurs commanditaires. Tout à fait. On nous dit justice. L'Église même qui est au service de la justice. Est-ce la justice, quand vous savez très bien que celui-ci est victime de quelque chose, vous ne demandez pas pour que le même acte se produise pas dans le futur, où sont ceux qui ont causé le tort? Et l'Église prend fait et cause pour ces gens-là. Ceux qui disent que l'Église est en collusion, je suis d'accord avec eux, parce que quand je me réfère à la dernière lettre pastorale des évêques du Togo, mais c'est eux-mêmes qui ont pointé du doigt la justice togolaise qui n'est pas en marche comme cela se dit. Donc ils sont en contradiction totale. Oui, mais ils sont en déphasage total avec leur dernière lettre pastorale. C'est pourquoi je vous dis, je suis chrétien catholique, je le dis, s'il y a un mot qui dépasse la bêtise, il faut l'employer en ce sens. Je suis désolé, je suis désolé. On comprend votre colère. Les fidèles chrétiens doivent avoir recours à l'Église, mais le pas des responsables de l'Église togolaise, surtout des évêques togolais, laisse à désirer. Merci. Vous savez, la petite enquête auprès de certains chrétiens catholiques disent, mais laissez-les, ce sont des amis des gens du pouvoir. Moi, je le dis en tant que chrétien, je n'ai pas peur. C'est des investigations que j'ai faites. Et si l'Église n'arrive pas, comme c'est le cas, le clergé catholique n'arrive pas à le faire, comme c'est le cas en RDC, où nous avons vu des évêques qui sont montés au créneau pour dire que ça, ce n'est pas bien, et que cela ne se fait pas au Togo. Au Togo, vous savez ce que les évêques font? Ils veulent être au juste milieu. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, tout ceci, c'est sur le règne des 50 ans et du clan Nyansingbe. En tout cas, merci quand même, Ildefonse Akpaki, de nous avoir accompagnés en ligne depuis Lomé pour commenter et analyser la situation sociopolitique au Togo. Je rappelle que vous êtes directeur du journal et vidéo en ligne, la Gazette du Golfe. Merci et bonne fête de Pâques à vous, Ildefonse Akpaki. Bonsoir. Merci. Bonsoir à vous et bonsoir à toute l'équipe de Peralka. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.